Merci, je vous remercie de m'avoir posé une question qui sert d'ouverture à mon propos, effectivement. Je vous renvoie la balle en reprenant votre affiche. Et ce fameux personnage qui a été dessiné par votre webmaster Florent Collovray, hein, c'est ça. Voilà. Donc personnage où on voit d'un côté l'état ordinaire, puis de l'autre l'état modifié, augmenté, amélioré, etc. Moi, je préfère parler de modifié parce que c'est sans doute augmenté à certains égards et diminué à certains autres, puisqu'il y a toujours des effets, des contre-effets ou des effets secondaires, si on peut parler comme ça. Vous allez nous en parler un peu plus. Hein, ouais. Donc, modularité du corps. En fait, le corps, là, même si on voit que c'est surtout un travail dans la fiche de modification superficielle, on peut se dire aussi qu'il y a aussi une modification à l'intérieur du corps. Regardez le mollet à gauche, à droite, il est nettement augmenté en termes de taille, etc. Donc on voit des transformations du corps à de multiples égards et une certaine modularité potentielle du corps, mais je vais y revenir. Je vais surtout aborder la question à travers de deux dossiers, parmi de multiples possibles. D'une part, un dossier qui est plus classique, moins souvent évoqué, mais néanmoins un vrai enjeu de société aujourd'hui. C'est le dossier des psychostimulants et de l'usage des psychostimulants, non pas à des fins médicales, mais à des fins dopantes. Donc, par exemple, en France, quelqu'un comme Patrick Laure, un professeur de santé publique à Nancy, a montré par ses études toute une série de retentissements et toute une série d'usages bien réels. C'est beaucoup plus ancré déjà dans les usages, même si ça reste minoritaire. On est dans des pourcentages souvent à 2 chiffres d'usage de produits dopants avec des conduites dopantes. C'est lui qui a créé le concept de conduite dopante, doping behavior aussi, etc. Donc premier dossier, le dossier des psychostimulants. On n'est pas dans du robotique, on n'est pas dans de la prothèse, on est dans du principe actif, mais sur des indications non médicales. Et deuxième dossier, le dossier des prothèses, qui est connexe à ce qui a été abordé par les deux précédents orateurs. Voilà. La finalité que je vais mettre en avant, ce n'est pas une finalité de compensation ou de remédiation. On n'est pas dans le handicap, on n'est pas dans de la finalité médicale, mais clairement une finalité d'augmentation à des fins anthropotechniques, c'est-à-dire hors de questions médicales, pour augmenter les capacités d'un être ordinaire, pourrait-on dire. D'où cette figure. On part d'un état ordinaire pour avoir un état modifié, et si possible augmenté. Voilà. Le terme d'anthropotechnie utilisé par plusieurs personnes, surtout en Europe, comme Gilbert Autois, etc. Et puis, il a même été utilisé un petit peu par des collègues de Bristol ces derniers temps. Commençons par les psychostimulants. Alors, j'aurais pu vous présenter des produits, mais autant vous présenter des guides de produits, puisqu'il en existe un certain nombre. Il y en a au moins 2 en français, plus une dizaine en langue américaine. Vous voyez, ce sont des guides donc, qui répertorient les produits, qui indiquent les usages qu'on pourrait en faire et les risques plus ou moins bien repris d'une littérature scientifique, pharmacologique en arrière-plan. Voilà. Vous regardez les titres de ces ouvrages. Hein. Vous avez à la fois de la poésie et puis du marketing. Brain Candy, Mind Food and Smart Pills, Mind Boosters, vous voyez les accélérateurs de l'esprit, des choses comme ça. Voilà. Et celui qui a le plus de succès, c'est sans doute celui-là, Smart Drugs, la version 2, dont la 4e de couverture vous disait augmenter votre clarté d'esprit et votre conscience sensorielle, accroissez votre plaisir sexuel, augmentez vos performances scolaires et professionnelles. Puis un petit coup sur les traitements d'Alzheimer, accroître votre énergie et votre vivacité, accroître votre QI d'au moins 10 points. C'est points, hein, c'est un P, pas un M. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ils mesurent l'augmentation de QI de 10 points. Ça pose toute une série de problèmes méthodologiques aussi, mais ils adorent les chiffres. Améliorer votre
capacité à résoudre des problèmes. Alors, en tant que philosophe, ça, c'est ce qu'on cherche. Hein. Voilà. Capacité à résoudre des problèmes. Aussi. Voilà. Bon. Améliorer votre mémoire d'au moins 40%, et puis ralentir le vieillissement. Hein, voyez. Voilà. Alors, 2 ouvrages français. Le premier, c'est le premier en fait de toute la série, 1987. 300 médicaments pour se surpasser physiquement et intellectuellement. Vous voyez donc des titres qui ne cachent pas du tout le propos. Et cet ouvrage-là avait suscité une large controverse avec 2 prises de position de l'ordre médical, de l'ordre national des médecins, une prise de position de l'ordre national des pharmaciens en France qui avait demandé sa suspension. Et l'éditeur, au bout de 3 mois, avait préféré retirer l'ouvrage de la vente avant que l'interdiction ne tombe. Mais il en avait vendu 150 000 exemplaires. Donc un immense succès de librairie. En 1997, Thierry Soucard publie un autre ouvrage qui est très semblable, qui cette fois-ci n'a suscité aucune réaction. Donc comme si un changement de regard ou un changement aussi d'attitude institutionnelle s'était effectué en l'espace d'une décennie. Donc voilà, mais vous voyez, ça ne cache pas non plus son propos, plus d'efficacité, d'intelligence, de concentration, etc. Ces usages-là sont des usages qui non seulement suscitent un intérêt intellectuel chez le grand public, mais aussi sont des usages en développement réel en termes de consommation. Et voilà un article de recherche autour des travaux de Christine Toer de l'Université de Québec à Montréal. J'aime beaucoup ces travaux, ces enquêtes qualitatives, parce que ça suscite beaucoup de réflexions. Et en même temps, on a la parole directe des usagers, que ce soit des usagers à des fins professionnelles, scolaires, ou bien des fins exploratoires, un peu fun, etc. Donc elle a mené une enquête avec Michel Robitaille, ici, tout à fait intéressante, publiée donc en accès libre dans Drogue, Santé et Société, qui montre plusieurs caractéristiques d'usage qui se dégagent dans cette population un peu pionnière. D'une part, il est clair que s'il consomme ces produits, c'est pas par addiction ordinaire, mais c'est pour augmenter des performances scolaires et des performances professionnelles. Voilà. Et donc ils disent, mais nous, ce qu'on fait, c'est sérieux. Voilà. Ils montrent aussi, ces enquêtes montrent toute une attitude envers la gestion des stocks, la gestion prévisionnelle des stocks et l'achat de leurs psychostimulants, et donc un souci nouveau dans la vie quotidienne. Voilà, gérer vos achats prévisionnels de psychostimulants en fonction des doses et des moments où vous allez devoir les consommer. Il montre aussi qu'une des motivations importantes, dont je n'avais pas conscience comme ça, cette consommation a pour but de faire face aux multiples registres de l'activité humaine. Donc pendant la journée, on travaille, ou on va à l'université, dans le cas des études. Le soir, faut se maintenir encore dans le bain, donc étudier des dossiers ou réviser ses cours, plus sortir avec la petite amie ou le petit ami, plus la nuit, faire un job de nuit pour pouvoir se payer ses études, etc. Donc comment arriver à faire face à cette multiplicité de tâches en se boostant? Donc un argument ici où on voit quelque part aussi, une fois qu'on s'est dit finalement dans mes activités de base il y a tout ça, on est coincé, on est obligé de se booster. Ils ont aussi tous une conviction d'efficacité de ces produits, et donc une conviction qui vient parce que on peut penser qu'il y a aussi un effet placebo qui le surestime largement. Ils ont un sentiment, je dis bien, de sûreté des produits, en se disant mais ces produits-là, comme le méthylphénidate, etc., la Ritaline en France, etc., sont des produits qui ont été développés par l'industrie pharmaceutique avec des essais cliniques, etc. Donc c'est sérieux. Sauf que les essais cliniques n'ont pas été faits sur ces indications-là. Donc en fait, ils se leurrent en partie.
Ils ont aussi, même s'ils le font en tâtonnant à leur façon, un effort d'estimer le rapport bénéfice-risque de ces produits. Ils sont conscients d'être complètement vidés après avoir consommé des amphétamines. Donc il y a une gestion des usages et puis des temps de récupération. Vous voyez, et ils se disent quand même, ça vaut le coup parce que je m'aperçois que mes résultats scolaires sont nettement supérieurs quand je fais ça, plutôt que de ne pas le faire. Ils minimisent aussi les risques, quelque part, et le risque aussi d'une consommation chronique et donc d'une toxicomanie qui s'installe. Ils surestiment aussi l'usage par les autres. Ils disent, mais écoutez, je pense qu'il y a une bonne partie des autres étudiants qui font ça, donc moi, pour être dans le coup, je dois aussi consommer. Et en fait, on s'aperçoit, d'après les enquêtes de prévalence d'usage, qu'en fait, ils surestiment largement le pourcentage de consommateurs. Alors ça, il y a d'autres études qui ont montré ça. Voilà. Quelques questions que j'ai envie de poser sur la table devant vous. D'une part, des questions de santé. Nous n'avons pas d'essais cliniques sur ces indications non médicales, anthropotechniques. Donc, il n'y a pas d'évaluation scientifique du rapport bénéfice-risque. Et d'ailleurs, on peut se poser la question en termes de rapport bénéfice-risque, puisqu'on n'est pas sur des indications de santé, qu'il n'y a pas de gain de santé en vue. En fait, on ne prend que des risques vis-à-vis de la santé. Par contre, il y a des bénéfices, mais qui sont peut-être d'un autre registre que la santé, des bénéfices de performance. Donc, c'est une autre façon d'envisager le rapport bénéfice-risque, d'ailleurs, que la façon médicale traditionnelle. Deuxièmement, il y a des questions de santé publique sur les risques liés aux effets secondaires et à un glissement vers l'addiction. Troisièmement, on peut poser aussi des questions de perturbation psychologique. À force de se doper, quel est son vrai soi? Est-ce que c'est le soi dopé ou est-ce que c'est le soi ordinaire qui risque de paraître un peu fade, etc. Donc on peut aller vers des questionnements sur l'altération de l'identité, entre soi augmenté et soi ordinaire, ou soi ordinaire vu comme soi diminué. Vous voyez, donc des questionnements qu'on peut prolonger bien au-delà, etc. Deuxièmement, des questions professionnelles. Si vous avez des collègues qui se dopent, vous êtes forcément en situation de concurrence vis-à-vis de ces collègues et il y a un problème de performance relative des uns vis-à-vis des autres. Bon, toutes les situations professionnelles ne sont pas des situations de concurrence quand même. Il y a aussi des situations de collaboration, de coopération, etc. Mais certaines mettent les gens en concurrence. Donc là, vous avez une pression à la performance. Qu'en est-il aussi de l'implication de l'employeur dans l'usage conseillé, voire obligé ou quasi obligé? Régulièrement, j'ai des amis qui me disent, voilà, veille de week-end, mon chef m'amène un dossier à traiter, si possible pour lundi. C'est sympa. Voilà. Donc, et puis, parfois, on ressent aussi qu'il peut y avoir une pression de l'employeur, dire, mais tu sais, tes collègues, ils ont les moyens. Donc, fais la même chose, consomme quelques amphétamines ou je ne sais quoi. Il y a toute une pharmacopée qui peut être là derrière. Mais aussi pour l'employeur, des interrogations sur les modifications de comportement de ses employés. Puisque ces produits ne sont pas tout à fait neutres en termes de retentissement sur le comportement. Vous avez une personnalité qui bouge un peu. Vous pouvez avoir une personnalité qui devient agressive, qui se désinhibe, etc. Donc des problèmes de modification comportementaux. Et puis des interrogations aussi sur quand un individu a eu des problèmes liés, consécutifs aux effets secondaires vis-à-vis de cette consommation, il va y avoir forcément des arrêts maladie ou un individu sous-performant ou qui va être pas bien dans son emploi. Donc des questions aussi qui peuvent concerner l'employeur ou les situations professionnelles au sens large. Voilà. D'autres questions éthiques et politiques au sens plus large, bien sûr. Qu'en est-il de contrôle antidopage sur ces consommations psychostimulantes? Ce n'est pas une question nouvelle. Elle se posait déjà dans les années 30, où on n'avait pas restreint la question du dopage au dopage sportif. Donc elle est simplement réactualisée aujourd'hui. Peut-on trouver des tests pour tout? Quelle serait l'efficacité de ces tests antidopage? Quel coût aussi? Puisque la pharmacopée est tellement importante qu'il faudrait des tests très, 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 très larges, variés, etc.
Et assumé par qui, ces coûts? Et puis quel cadre légal? Voilà. Remarque aussi éthique et politique, vous avez une certaine perturbation de la séparation entre la vie professionnelle et la vie privée, puisque la consommation de psychostimulants pour la vie professionnelle ou scolaire altère votre fonctionnement psychologique et ne cesse pas au moment où vous quittez votre boulot. Donc voilà. Des interrogations éthiques et politiques sur l'autonomie et l'aliénation engendrées, bien sûr. Et de ce côté-là, en France, par exemple, le rapport préparatoire à la révision des lois de bioéthique en 2010 avait mentionné toute une série d'interrogations sur ces questions d'augmentation de performance. Ouais, je le signale. Deuxième dossier que je peux explorer juste comme ça, par petites touches. Oui, on a 5 minutes pour... Les prothèses. Alors, je vous ai mis une espèce de patchwork qui va des prothèses mammaires aux lunettes, les lentilles de contact, les implants cochléaires. Un petit coup de Pistorius en montrant cette fois-ci ces 2 jeux de prothèses. Voilà, les prothèses pour la ville avec le galbe des jambes et puis les prothèses pour la performance sportive, etc. Ça, c'est pour vous montrer aussi la modularité nouvelle du corps qui peut être là avec ces genres de choses. Ceci, c'est une espèce de prothèse plutôt marrante développée par des Japonais qui fait bouger les oreilles de chat en fonction des sentiments ou des émotions que vous éprouvez. Donc vous voyez quelque chose d'intéressant, les oreilles se penchent comme ça, quelque chose de pas terrible, les oreilles s'inclinent, etc. Ceci, c'est tiré d'une vidéo publiée dans Nature qui montre comment une dame tétraplégique a pu boire un café à l'aide d'une prothèse externe de bras, alors que depuis 15 ans, elle est incapable de faire un geste de la main. Vous voyez, donc on est au stade du prototype, mais de prototype qui commence à marcher. Donc c'est pour vous montrer qu'on est entre de l'usage et puis de la science-fiction. Voilà. On peut typer ces prothèses, ces usages, en disant qu'il y a des prothèses d'un côté de compensation pour le handicap, mais qui pourraient aussi servir à l'augmentation anthropotechnique. Par exemple, des prothèses de bras. On peut utiliser des prothèses de bras qui commencent à être assez bien au point, soit pour compenser un bras qui manque, une amputation, soit pour se doter de 2 bras supplémentaires. Je dis 2 parce que c'est plus équilibré, donc posturalement, je pense qu'il en faut 2. Ce qui fait qu'on aurait 4 bras. Imaginez la joie du bricoleur d'avoir 2 bras supplémentaires et en plus des bras qui peuvent ne pas sentir la douleur quand il tape un petit peu à côté avec son marteau, etc. Vous avez des prothèses aussi qui peuvent avoir des fonctionnalités très différentes, des prothèses esthétiques comme les prothèses mammaires, etc. Des prothèses qui peuvent avoir un aspect sensoriel, des prothèses qui peuvent être plutôt à visée motrice, etc. Et bon, on peut jouer de tout cela aussi en ayant des perspectives qui deviennent assez vertigineuses. Et là, avec Céline Esquisse-Miller de Paris, on avait réfléchi un petit peu à tout ça, à partir de prothèses qui sont des prothèses type interface cerveau-machine. On peut avoir donc des prothèses de spécialisation avec une tchouk, vous clippez une main perceuse, une main disqueuse, une main ce que vous voulez, ou une main clé USB si vous voulez, des choses comme ça. Donc des prothèses de spécialisation, des prothèses additionnelles, 2 bras supplémentaires. Vous pouvez avoir aussi des prothèses virtuelles, puisque de toute façon, il y a une étape de virtualisation, de modélisation en mathématiques. Vous pouvez avoir aussi des prothèses topologiques, c'est-à-dire qui changent la relation à l'espace avec une capacité d'action à distance ou d'action miniaturisée, ou d'action au contraire de miniaturisée, macro-turisée, je ne sais pas comment dire. Voilà. Vous pouvez vous projeter dans un tractopelle, par exemple. Voilà. Des prothèses de type croisement humain. Avec ces interfaces-là, vous pourriez actionner le bras de votre voisin ou la voix de votre autre voisin et vous-même être sous leur... qu'ils puissent saisir vos perceptions. Donc ça, on est dans de la science-fiction, mais on sent que avec la foultitude d'innovations qui ont lieu très régulièrement,
on s'en rapproche quand même à grands pas. Voilà. Alors, quelques questions pour finir. Des questions d'adaptation individuelle en termes de schéma corporel. Donc, c'est notre schéma corporel, notre façon de nous prolonger dans notre corps et dans nos outils. Voilà. À chaque fois, il y a une phase d'acquisition, une phase d'apprentissage qui peut aller très vite pour certains aspects et prendre beaucoup plus de temps pour d'autres, etc. Comment aussi, quel affect avoir vis-à-vis de ces prothèses, endo, exo, etc. Quelle modularité du corps, comment se faire aussi au fait que, bon, le soir, hop, vous enlevez vos 2 bras supplémentaires ou vous mettez de côté votre perception des infrarouges, je ne sais quoi. Enfin, on peut imaginer quand même des aspects assez bizarres. Des questions aussi de coût, de maintenance, de gestion des bugs. Quand on voit, par exemple, en vous écoutant, je me disais, mais une personne âgée, elle a besoin de fiabilité, donc sur le long terme, en termes d'acceptabilité, il ne faut pas que ça bug. Donc des questions de fiabilité. Qu'est-ce qui se passe si votre prothèse de bras se met à coincer? Qui est responsable aussi, etc. Des questions de coût aussi, des questions de performance et de concurrence liées à l'utilisation de ces prothèses. Des questions aussi beaucoup plus philosophiques et métaphysiques. Quelle forme pour l'humanité à venir? Quelle forme souhaitée? Quel cadre légal? Mais bon, ça, vous avez ouvert des perspectives tout à fait intéressantes avec lesquelles je concorde en grande partie, sur en particulier l'approche par de multiples valeurs. Ça me paraît tout à fait une belle voie d'exploration et de réflexion pour favoriser la prise en compte de tout ce qui nous pend au nez comme perspective, etc.